L'avenir de ce serpent est compromis, il ne lui reste que quelques instants à vivre. Les serpents sont des animaux intrigants qu'on a tendance à sous-estimer, mais c'est uniquement car peu de gens connaissent la vérité à leur sujet. J'ai appris une chose que beaucoup de gens ignorent. Mais voyons ça étape par étape. En 2008, des scientifiques ont trouvé 3 crotales massoga morts, le visage gonflé et défiguré. Cette horrible découverte a eu lieu dans un bois près de Carlisle dans l'Illinois. Ce programme de surveillance des espèces menacées entrait dans sa 9e année, mais personne n'avait jamais vu une telle chose arriver à des serpents. Devant leur visage défiguré, les experts ont d'abord pensé que les pauvres avaient été écrasés par des voitures. Seules des voitures auraient pu causer de tels dégâts. Bonjour, qu'est-ce qui vous amène? J'ai des bosses ici, je tousse et je vois flou. Bon, je vais écouter votre poitrine. Retenez votre souffle. Maintenant, m'inspirez. Ma foi, tout va très bien. Vous êtes sûr? Tant mieux, je m'inquiétais. On va dire qu'il s'agit d'une collision avec une voiture. Alors que les biologistes pensaient à des incidents isolés, les serpents ont continué à mourir à un rythme inquiétant. 15 ans se sont écoulés depuis, et sans surprise, la situation n'a fait qu'empirer. Tout le monde est très inquiet. Et pour cause. Regardez ce serpent, son corps est couvert de plaies et de cloques. Voici à quoi il ressemblait avant de tomber malade, et voici le même serpent après. Ses écailles, autrefois lisses et brillantes, se sont déformées. Ses yeux sont devenus troubles. Des bosses bizarres sont apparues sous sa peau, mais c'est pas son apparence qui compte. Le plus grave, c'est les malformations que cette maladie entraîne. Le champignon responsable déforme le visage des serpents au point qu'ils ne peuvent plus manger, voir ou sentir la chaleur. Les serpents atteints sont malheureusement destinés à dépérir lentement, à mourir de faim, et il n'y a rien à faire pour les aider. La cause de cette terrible maladie, connue sous le nom de maladie fongique des serpents, s'appelle Ophidiomyces ophiodicola. Les chercheurs pensent que ce champignon kératinophile est apparenté à un autre champignon capable d'inhiber le système immunitaire du serpent, entraînant sa mort. Belle famille que voilà. On a trouvé une trentaine d'espèces de serpents infestés par cette maladie dans au moins 15 États américains. Et beaucoup parmi les 3000 autres espèces de serpents vivant sur notre planète sont également vulnérables. Bien que la maladie soit plus répandue aux États-Unis, elle a aussi été observée chez des serpents en captivité en Angleterre, en Allemagne et en Australie. Les experts pensent qu'il existe des serpents infectés dans le monde entier, même dans les régions les plus isolées. Conclusion, personne n'est à l'abri. Le phénomène se propage. Malheureusement, la situation ne cesse de s'aggraver car le problème a des origines lointaines. Autre point intéressant, on a récemment découvert que le champignon est présent dans certains spécimens conservés dans des musées, dont certains datent de 1945 et qui ont été collectés dans différentes régions des États-Unis. Le fait qu'on ait découvert ce champignon en 2008 ne veut donc rien dire. Cette année-là n'a pas marqué le début de l'infestation, mais auparavant, ce champignon était trop discret pour qu'on le remarque. Enfin, les serpents infectés, eux, avaient dû le remarquer. Mais alors, il se passe quoi? Pourquoi ce champignon s'emballe depuis quelques années et tente de conquérir le monde? Normalement, ce champignon vit dans la terre, où il fait son travail, décomposer les cadavres. Personne ne sait pourquoi il a soudainement décidé d'infecter des serpents. Mais on connaît les scientifiques, toujours en train d'élaborer des théories. Les serpents vous sont très reconnaissants pour vos théories, mais ils veulent une solution. Naturellement, les chercheurs considèrent les changements environnementaux comme une cause possible. Par exemple, si le printemps est frais et pluvieux, les serpents passent plus de temps sous la surface de la Terre. Du coup, leur température corporelle n'augmente pas. Or, comme vous le savez, les serpents dépendent de la température ambiante. En effet, les serpents ont le sang froid et leur température s'adapte à celle de leur environnement. À cause de ça, les serpents peuvent pas lutter contre les infections, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies. Par les temps qui courent, trouver l'habitat adéquat pour rester en bonne santé est un défi. À cause de nous, comme d'habitude. On vous remercie pas. Les humains causent notamment l'émergence de pathogènes en les déplaçant à de nouveaux endroits. Je vous explique. Dans leur milieu naturel, les maladies constituent pas forcément une menace sérieuse car les pathogènes et les animaux qu'ils affectent ont évolué de concert.
On peut dire qu'ils se sont adaptés les uns aux autres. Ou plutôt synchronisés. Ça se passe de la même manière avec les humains. Mais lorsque des gens transportent sans le savoir une maladie dans une nouvelle région, eh bien, bam, ça cause une véritable épidémie. Signez ici, s'il vous plaît. La même chose s'est produite lorsque Christophe Colomb a débarqué avec sa petite armée dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique. Quoi? Vous pensiez que Colomb avait découvert le Nouveau Monde et puis c'est tout? Certes, il l'a fait, mais il n'est pas arrivé les mains vides. Espagnols et indigènes communiquaient et échangeaient des biens, ce qui a malheureusement entraîné la propagation de maladies infectieuses. Ces maladies, bénignes dans l'Ancien Monde, se sont avérées mortelles pour les habitants du Nouveau. Bon, on ignore pourquoi ce champignon infecte les serpents, mais peut-être que les chercheurs ont compris comment il procédait. Eh bien, plus ou moins. Ils ont compris certaines choses. Le champignon peut infecter un serpent lentement ou au contraire de manière agressive. Dans ce dernier cas, il n'y a pas grand-chose à faire car le champignon entraîne une mort rapide. Tout commence par de simples lésions corporelles qui s'étendent rapidement jusqu'à recouvrir tout le corps du serpent. À cause des cloques, le malheureux reptile attrape d'autres infections qu'il ne peut pas combattre car son corps est trop froid et trop faible. Dans les cas les plus graves, le serpent se retrouve hors circuit en quelques jours. Ironiquement, dans de tels cas, une mort rapide est presque une bénédiction. Non, merci, c'est trop, non! En fait, la mort lente est pire pour les serpents. Ils ne peuvent plus se nourrir et ils sont tenaillés par une faim implacable. Mais au fait, un serpent infecté pourrait pas simplement se débarrasser de son ancienne peau en même temps que du champignon, ni vu ni connu? Je veux dire, c'est bien ce que font les serpents, non? En effet, les chercheurs ont observé que les serpents souffrant d'une infection lente muent plus tôt pour tenter de s'en débarrasser. Parfois, le serpent a de la chance et il se débarrasse de la maladie avec son ancienne peau. Mais ça ne marche pas toujours. En fait, ça ne marche presque jamais, car c'est une manœuvre longue et complexe. En général, les serpents ne parviennent pas à se débarrasser à temps de la peau infectée. Le champignon pénètre les tissus mous et il est alors trop tard. Mais c'est même pas le plus triste. Le champignon peut se propager de la peau d'un serpent malade à celle d'un serpent sain. Et ça se limite pas aux serpents de la même espèce qui vivent ou hibernent ensemble. Ça peut se produire même pendant la parade nuptiale et l'accouplement. À mon avis, c'est comme ça que la maladie se propage. Vous avez déjà vu des serpents danser? En outre, le champignon peut se propager de la mer à ses rejetons. J'ai l'impression que les serpents n'ont aucune chance de s'en sortir. À ce rythme, la dangereuse île de Queimada Grande au Brésil, infestée de serpents, deviendra bientôt un havre de paix, pour nous humains bien sûr. D'après les estimations, il y aurait entre 2000 et 4000 serpents sur cette petite île. Ça représente de 1 à 5 serpents par mètre carré, autant dire qu'il y a des serpents partout. Si le champignon atteignait l'île, il est presque certain que toute la population de serpents disparaîtrait. C'est avant tout car il y a une abondance de serpents à proximité les uns des autres. Ça aurait un impact non seulement sur la population de serpents, mais aussi sur l'attrait de l'île. La disparition des serpents n'aurait rien de réjouissant, qu'elle ait lieu sur une île ou dans le monde entier. En effet, sans serpents, on serait confronté à une véritable apocalypse. Les serpents contrôlent la population de rongeurs, et si un champignon les exterminait, le nombre de souris et de rats augmenterait de façon spectaculaire, sachant que les rongeurs sont porteurs de tiques et autres parasites qu'ils transmettent à l'homme. Vous avez entendu parler de la peste noire, la deuxième pandémie de peste qui s'est produite au XIVe siècle. C'est la pandémie la plus meurtrière de l'histoire, avec un nombre de victimes estimé entre 75 et 200 millions. On pense qu'elle a été causée par des rongeurs porteurs de puces infectés par le bacille de la peste. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, les serpents prospéraient. Vous imaginez les conséquences s'ils n'étaient plus là. C'est pas les experts qui me contrediront. Ils soulignent le rôle essentiel des serpents dans l'écosystème et affirment que leur élimination pourrait déclencher une réaction en chaîne qui affecterait presque toutes les espèces. Il y a quelques années, l'est de l'Australie a connu une sorte de mini-extinction des serpents qui a coïncidé avec une invasion de souris. Elles mordaient les gens dans les hôpitaux, il a fallu déplacer des détenus car des souris avaient rongé les câbles électriques et même les salles de classe n'étaient pas à l'abri. Les souris étaient partout. Laisser un placard ouvert signifiait perdre toutes ses provisions. Des souris tenaient compagnie aux gens quand ils s'asseyaient dans leur canapé. Même les lits étaient envahis. Sous les couvertures se cachaient des escouades de souris. Ce cauchemar avait des causes bien sûr, mais peu importe. L'important c'est qu'il faut s'attendre à vivre de telles choses si les serpents disparaissent.
Même sans la peste, ce serait terrible. Une bonne nouvelle nous ferait du bien, non? Est-ce qu'on a des raisons d'espérer? Heureusement, oui. D'autres animaux ont connu un déclin rapide de leur population en raison d'épidémies d'origine fongique, mais la maladie qui affecte les serpents est un peu différente. Elle progresse graduellement, causant de brèves épidémies, ce qui donne aux serpents de meilleures chances de survie. Les espèces menacées sont les seules en danger et elles ont déjà bien assez de problèmes. Espérons que l'issue sera positive. Et puis bien sûr, les chercheurs travaillent dur. La lumière du soleil aiderait les serpents à combattre le champignon, et on déboise donc les forêts pour leur permettre de prendre le soleil. De plus, on teste déjà des médicaments antifongiques. Mais les experts disent que l'étude des serpents est un véritable défi. Même si leur population évolue, on s'en rendra peut-être pas compte. En d'autres termes, on connaîtra peut-être jamais le véritable impact de ce champignon mortel sur les serpents. Enfin, c'est malheureusement pas la seule maladie qui rend les animaux sans défense et incapables de survivre. Les lapins souffrent eux aussi d'une maladie similaire, mais encore plus grave. Lorsque les premiers témoins ont vu ce lapin, ils étaient persuadés d'être tombés sur une créature mythique, magique. Vous savez comment on peut dire à coup sûr qu'il ne s'agit pas d'un phénomène surnaturel? C'est simple, ça a été filmé avec une caméra normale et les images sont de bonne qualité. Par la suite, ce lapin singulier a gagné le statut de légende urbaine, devenant le protagoniste de légendes et de contes effrayants. Il a été surnommé Jackalope en raison du mélange apparent de caractéristiques de lapin et d'antilope. On le disait capable d'imiter la voix humaine et de chanter. Il avait un penchant pour le whisky et il se reproduisait pendant les orages. En bref, une sorte de mélange entre une licorne et un lutin, à une différence près. Il existe bel et bien, mais ça n'a rien de réjouissant. Les lapins et les lièvres qui ont inspiré cette légende sont en fait gravement malades. Ils sont atteints du papillomavirus de CHOP, une souche cancéreuse similaire au papillomavirus humain. Chez l'homme, elle provoque des tumeurs internes, mais chez le lapin, elle entraîne la croissance de cornes kératinisées sur tout le corps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit du même matériau que celui qui constitue les bois des élans et les cornes des rhinocéros. C'est donc bien des lapins cornus, comme dans les légendes. Le problème, c'est que ces excroissances peuvent pousser n'importe où sur le corps du pauvre lapin, et pas seulement sur le front ou près des oreilles. Parfois, elles apparaissent sur le visage et la bouche, obstruant la vision du lapin, le rendant vulnérable et l'empêchant même de s'alimenter. Un tel lapin n'a aucun espoir, il ne peut pas se nourrir et il dépérit lentement à cause de la faim, à moins qu'un prédateur ne l'attrape avant. La dernière fois que cette maladie a été évoquée, c'était il y a une dizaine d'années, lorsque les journaux du monde entier ont parlé d'un animal connu sous le nom de lapin de Frankenstein. Cette créature singulière portait plus de 15 excroissances sur le museau, ce qui a fait sa célébrité. Aujourd'hui, le corps du pauvre lapin se trouve dans la collection de la Smithsonian Institution. Cette maladie est heureusement rare, notamment parce que le papillomavirus de CHOP n'est pas un champignon, et qu'il ne se propage pas par contact, comme c'est le cas pour les serpents. Néanmoins, lorsque des lapins sains entrent en contact avec un individu infecté, il existe un risque qu'ils contractent le virus. En effet, sa transmission est causée par des arthropodes tels que tiques, punaises de lit et moustiques. Mais les premières victimes de cette maladie, c'est encore les véritables cerfs. Tenez, regardez ça. Vous avez vu? Regardez bien. Mais qu'est-ce que... Les fibromes cutanés qu'on peut voir sont des tumeurs dures de différents diamètres. Certains les appellent des verrues, mais elles rappellent plutôt une certaine scène du film Les Indestructibles. Mais il n'y a vraiment rien de drôle là-dedans. Ces fibromes sont causés par une infection. Ils peuvent apparaître à différents endroits, mais c'est les yeux, le cou, le visage et les pattes avant qui sont les plus touchés. Le pire, c'est qu'un même cerf peut avoir plusieurs fibromes, et même beaucoup, énormément. C'est à peine croyable. On en a dénombré 25 sur un seul cerf, et les experts affirment que ce chiffre est loin du maximum théorique. Parfois, ces verrues sont si nombreuses qu'elles fusionnent pour former une masse solide et grumeleuse, comme si l'animal s'était roulé dans la boue et que ça avait fini par former une étrange croûte. La question est de savoir combien de fibromes un cerf peut supporter. Ces bosses sont vraiment gênantes. Observez à quel point le cerf peine à se déplacer. Et de nouveaux fibromes peuvent apparaître jusqu'à la mort de l'animal. Les cerfs ont donc ce malheureux point commun avec les lapins et les serpents. Des excroissances peuvent même pousser sur le visage du cerf, obstruant sa vision et perturbant son alimentation.
mais il faut qu'il soit sacrément malchanceux. En effet, les experts affirment que des lésions aussi graves sont très rares. Le plus souvent, les bosses ne couvrent qu'une partie du corps et, quoique désagréables, elles n'ont pas de conséquences fatales. Le mystère demeure quant à l'origine des infections virales qui causent ces fibromes. Oui, je sais, on parle beaucoup de maladies aujourd'hui. Une théorie veut que les cerfs contractent l'infection par contact avec certains objets tels que des arbres qui ont été touchés précédemment par un cerf infecté. Mais comment le premier cerf infecté est tombé malade ? Malheureusement, il n'existe aucun remède. On peut simplement retirer les excroissances chirurgicalement. On pourrait mettre au point un vaccin, mais personne n'investira dans une recherche qui ne bénéficiera qu'aux cerfs, à moins que la survie de l'espèce soit en jeu. C'est dommage, mais les humains n'interviennent que lorsqu'il s'agit d'un problème de grande ampleur et qu'il y a un risque d'extinction. Maintenant, regardez ça. On pourrait croire que cette chauve-souris a une petite tache blanche sur le visage, comme un chaton qui a plongé sa tête dans un bol de lait. Mais ça n'a rien de mignon. Une menace sournoise se dissimule dans les grottes des États-Unis. En 10 ans, elle a tué plus de 6 millions de chauves-souris. On reconnaît sa présence à ses marques blanches révélatrices. Elle laisse également des marques sur les ailes, mais elles sont difficiles à voir sans lumière UV. Ce champignon fou porte le nom de Pseudogymnoascus destructans. Il s'agit d'un véritable carnivore qui consume littéralement les chauves-souris de l'intérieur. Il pénètre dans leur corps durant l'hibernation et il les réveille, les obligeant à utiliser toute l'énergie qu'elles ont emmagasinée. Les chauves-souris finissent par épuiser leurs réserves de graisse et mourir de faim ou, si elles sortent à la recherche de nourriture, de froid. Dans tous les cas, ça se finit mal. C'est en 2006 que ce champignon a été découvert dans l'État de New York. Aujourd'hui, il est présent dans 33 États et 7 provinces canadiennes. Et il ne joue pourtant qu'un rôle mineur dans la prise de pouvoir des champignons à l'échelle mondiale. Ils sont partout et personne n'est à l'abri. Au cours des 50 dernières années, un champignon mortel a fait disparaître 500 espèces de grenouilles, crapauds et salamandres. Imaginez, 7% des amphibiens de la planète ont disparu depuis qu'on a découvert cette épidémie dans les années 1980. Les scientifiques l'ont officiellement qualifié de pathogène le plus dévastateur en matière de perte de biodiversité. La disparition des serpents causerait une explosion du nombre de souris et de maladies. Mais si les grenouilles et les chauves-souris disparaissaient, quelque chose d'encore pire se profilerait à l'horizon. Je sais, c'est difficile à imaginer. Depuis des dizaines d'années, grenouilles, salamandres et autres amphibiens luttent contre les maladies fongiques. Lors des dernières épidémies, au Costa Rica et au Panama dans les années 1990 et 2000, les cas de paludisme ont été multipliés par 5. En effet, chauves-souris et amphibiens se nourrissent d'insectes. Lorsqu'il n'y a pas assez de prédateurs, les insectes prospèrent, leur population augmente, ainsi que les maladies qu'ils véhiculent. Nombre de ces maladies peuvent être mortelles. J'imagine qu'une question vous taraude depuis un moment. En tant qu'humain, on ne devrait pas s'inquiéter des champignons ? En fait, le règne des champignons est énorme, avec environ 3 millions d'espèces différentes. La plupart d'entre elles aiment les températures fraîches, autour de 10 degrés, et ne peuvent donc pas se développer dans notre organisme. Mais certains champignons sont des durs à cuire. Ils supportent des températures élevées et ils peuvent provoquer des infections graves, voire mortelles. La bonne nouvelle, c'est qu'on les connaît. La mauvaise, c'est que le monde change. Le champignon à l'origine de la pandémie dans The Last of Us est inspiré d'un véritable champignon zombie, le cordyceps, qui s'attaque aux insectes. Lorsqu'un insecte en est victime, il perd le contrôle de ses actions. Le champignon prend les manettes de son système nerveux et il finit par germer hors de son corps. Comme le suggèrent les scientifiques dans The Last of Us, le changement climatique va obliger les champignons à s'adapter et à survivre dans des conditions plus chaudes. Le nombre d'espèces susceptibles de provoquer des infections graves chez l'homme pourrait bien augmenter. Et certains éléments indiquent que c'est peut-être déjà le cas, en ce moment même. L'apparition de Candida aoris, un champignon exceptionnellement dangereux, sur 3 continents différents presque en même temps, pourrait être attribuée à la hausse des températures. Ces conditions plus favorables ont facilité sa propagation et il convient de noter qu'il est résistant à presque tous les médicaments antifongiques. Il est possible que le réchauffement climatique donne naissance à des super champignons encore plus dangereux. Mais rassurez-vous, les infections fongiques ne risquent pas de provoquer une épidémie mondiale ou une apocalypse de zombies. Pas de quoi se réjouir pour autant.
Le nombre de gens souffrant d'infections fongiques graves est en augmentation, et on ne sait pas les traiter aussi bien que d'autres maladies. Le traitement de ces infections est un véritable défi, car la biochimie des champignons reflète étroitement celle de notre propre corps. Pour ne rien arranger, de nombreux médicaments éprouvés perdent de leur efficacité en raison de la résistance des champignons. On a donc intérêt à prendre le problème au sérieux avant qu'il ne soit trop tard. Je ferais mieux d'aller voir ce qu'il faut faire en cas d'infection fongique. A plus.